Vous m'avez demandé mon avis sur la loi sur l'immigration, ou la loi qu'on appelle encore la loi anti-immigration. Donc certains d'entre vous m'ont demandé mon avis. Ben, je fais cette vidéo afin de partager peut-être mon ressenti. Mais plusieurs d'entre vous qui me suivent, vous savez déjà ce que je pense. À travers l'idéologie que je partage ici, la façon dont ma pensée, la façon dont je vois l'économie, j'ai toujours eu à partager avec vous ici que le monde, c'est un monde de rapport de force. Et qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Donc, une fois que j'ai dit ça, est-ce que la loi que la France est en train de faire voter, c'est une loi qui est raciste? C'est une loi qui est contre les immigrés? Est-ce que la France a le droit de voter cette loi? À partir du moment où la France est un pays qui est souverain, comme tous les pays souverains, ils ont le plein droit de voter, de promulguer les lois qui vont en leur faveur. S'ils trouvent que c'est les étrangers, c'est-à-dire que le problème, s'ils trouvent que c'est le fait qu'il y ait trop d'étrangers qui empêche, qui nuit à l'épanouissement de leur peuple ou au développement de leur société, ben, ils se doivent de légiférer et de voter des lois. Et je pense ici que si les lois sont votées, c'est aussi par rapport au ressenti de la population. Et qu'est-ce qui peut donc entraîner à ce qu'un pays comme la France, un pays où on a coutume à dire ça fait partie intégrante des Africains, quand on sait aussi la relation qui est entre l'Afrique et la France, quand on sait que la plupart des pays français ou francophones ont été colonisés par les Français et que ces pays sont sous dominance française, on se doit de s'interroger. Quand on sait aussi qu'aujourd'hui, le vent est en train de changer de camp, en Afrique aussi, dès qu'il se passe des choses, donc on se doit, avant de rentrer dans les émotions, ou avant de commencer à crier que la France est raciste, ou qu'il ne nous aime pas, ou abat la France, moi je voudrais ici plutôt qu'on propose des solutions. Donc si j'ai créé la chaîne, c'est afin qu'on soit plutôt dans la proposition de solutions, qu'on soit plutôt sur le terrain à agir, au lieu de griller les chapelets des problèmes, des malheurs, de la souffrance. On va commencer avec l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Aujourd'hui, avec la mondialisation encore, on est toujours en train de subir. Est-ce qu'on ne peut pas se questionner à un moment donné que la faute peut-être nous revient? Pendant que la France est en train de prendre, et on peut se poser la question, pourquoi la France prend les mesures? Je dis en commençant que nous sommes dans un monde de rapport de force. La France prend les mesures. Est-ce que réellement c'est parce que le problème c'est les Africains? Mais il ne faudrait pas qu'on soit naïf. On sait aussi en même temps que la France, qui a 60 millions d'habitants, si la France veut être compétitive, ce n'est pas avec les 60 millions d'habitants. Et on sait aussi en même temps que c'est une population qui est vieillissante. Et ils ne font pas autant d'enfants que nous. Donc c'est des personnes qui sont là à réfléchir. Donc si on veut même voir, la France a encore besoin de plus d'immigrés. Parce qu'il faut savoir aussi que quand l'immigration, c'est-à-dire que c'est les immigrés, quand ils arrivent, c'est pour travailler. Les immigrés créent de la richesse. C'est les immigrés qui sont dans les usines. C'est les immigrés qui sont dans des tâches, des fois, que certains Français ne veulent pas faire. Comment la France pourra être compétitive face à la Chine, qui est plus d'1 milliard? Comment la France, à elle seule, peut faire face aux États-Unis, qui a plus de 350 millions d'habitants? Comment elle pourrait être compétitive? Donc si la France prend ces mesures-là, c'est parce qu'elle se sent aussi menacée. C'est parce que depuis un certain temps, pour toi qui suis la chaîne, tu vois, depuis la crise ukrainienne, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est venu ébranler l'économie mondiale. Et l'Europe est en train de subir le plus gros tribut. Et la France en pâtit en première.
une grosse économie comme l'Allemagne est en train de baver sur le plan économique. Et quand on sait que c'est l'Allemagne qui est le poumon, c'est-à-dire que d'Europe, si l'Allemagne, c'est-à-dire que tous, ben, c'est l'Europe qui souffre. Et la France aussi souffre par le fait de manque de matières premières. Le gaz, il faut savoir que c'est la Russie qui alimentait le gaz, le pétrole, les céréales, toutes les grandes industries françaises. La France dénombrait plus de 500 grandes industries en Russie. Quand il y a eu ces dégâts-là, dégâts collatéraux avec les sanctions économiques ont plus frappé le camp occidental que la Russie. Sans compter avec les phénomènes du réchauffement climatique, sans compter aussi que la crise maintenant s'est déportée en Afrique, avec le fait que les Africains, certains chefs d'État ont choisi leur camp en allant soutenir la Russie. Parce qu'une guerre qui était basée sur les armes, c'est retourné aujourd'hui, c'est retrouvé à une guerre alimentaire. Les chefs d'État africains n'ayant pas se retrouvant à dépourvu de céréales, ont rallié le camp de la Russie. Et comme j'ai commencé en disant que comme nous sommes dans un monde de rapport de force, quand tu choisis ton camp, les avantages donc que la France donnait, c'est-à-dire qu'aux pays africains subsahariens, ben, la France supprime les avantages. Vous avez vu que le Mali a commencé déjà à se rebeller, le Burkina, le Niger, et voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on commence. Lorsqu'on se rebelle, lorsqu'on veut maintenant notre autonomie, ça va donner quoi? Ça va donner le fait que la France aussi, puisque c'est un État qui est souverain, c'est un pays puissant, qui est une puissance, c'est-à-dire que militaire, puissance économique, qui a le droit de veto à l'ONU, qui a une bombe atomique, donc qui peut parler. La France qui a aussi ses alliés, qui sont les États-Unis. Mais dans ce monde de rapport de force, je ne sais pas si vous avez vu le jeu que les États-Unis ont fait au niveau du Niger. Quand on sait aussi que la France, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, où on a demandé à la France de partir, la France prend ses matières premières où? La France prend ses matières premières en Afrique. Que ce soit les matières premières minières ou les matières premières agricoles, c'est en Afrique. Et lorsqu'elle récupère les matières premières, c'est pour venir faire tourner ces industries. Et lorsque les industries tournent, ça fait tourner l'économie, ça donne le pouvoir d'achat, ça rehausse le PIB, c'est-à-dire que par habitant de la population. Lorsque l'économie tourne, la population, c'est-à-dire que voilà, est joyeuse, la population consomme. En ce moment, c'est-à-dire que tu n'entends pas, ou tu n'entendras pas parler de racisme, ou qu'il y a trop d'étrangers. Donc il faut comprendre que si le phénomène, cette loi a été votée, c'est une loi qui vient sanctionner sévèrement les immigrés africains. Parce que, voilà, on ne peut pas être en même temps en train de dire qu'il faut que la France parte. Mais si la France s'en va, c'est-à-dire que de l'Afrique, ben la France aussi va exercer aussi son droit de pression. Et le droit de pression aujourd'hui, c'est de nous mener la vie dure par rapport à l'immigration. Et c'est cette loi-là, c'est une loi qui est aussi là, qui est en train qui prépare, qui masque aussi, comme j'ai dit, les défaillances des dirigeants politiques français. Nous sommes en pleine récession, l'Europe est en pleine récession, l'Europe en pleine crise économique. Il y a l'inflation, la population, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Les sociétés, c'est-à-dire que ferment. Il n'y a pas de boulot. Quelle est l'explication que le dirigeant politique va donner? Moi, je pense que pour faire diversion, on va, c'est-à-dire que chercher les boucs émissaires, on va dire que c'est les immigrés. Et c'est comme ça qu'on va jeter en pâture, c'est-à-dire que les immigrés, la population, c'est-à-dire qu'on va se distraire avec cela. Pendant ce temps, ils sont tranquilles. Mais qu'est-ce que nous, maintenant? De l'autre côté, une fois je dis ça,
Est-ce qu'on se doit aujourd'hui de se lamenter? Moi, je dis la solution ici, je partage ça depuis la création de cette chaîne, que c'est à nous d'apporter la solution à nos problèmes. Toi qui es de la diaspora, toi, Africain, habitant de France, toi qui es Africain de la diaspora, c'est à nous d'apporter les mesures. Quand tu arrives dans ce pays, cette loi doit plutôt nous amener encore à comprendre que non, nous ne sommes pas en terrain conquis. Lorsque tu quittes de chez toi en Afrique, tu dois te mettre en tête que tu n'es pas chez toi. Ils sont chez eux. C'est à eux, c'est-à-dire que de dicter les règles, de nous dire comment est-ce qu'on doit fonctionner. Donc quand tu arrives aussi, à toi de te dire que tu as laissé un chez toi. Arrive, respecte les lois de ton pays d'accueil, mais en même temps, il faut avoir le mindset de se dire que le développement de la richesse aussi doit se faire chez toi. Donc, à nous maintenant des questions de business. Moi, j'ai l'antidote, j'ai la solution, c'est-à-dire que fatale, pour pouvoir lutter contre justement cette loi anti-immigration. Toi qui es ici, je n'arrête pas de te demander d'aller entreprendre en Afrique. Je t'ai donné ici des solutions, des idées de business sur le domaine agricole, des idées de business sur le domaine de l'élevage, des idées de business sur le domaine du business traditionnel. J'ai partagé avec toi la stratégie, la géostratégie, la géoéconomie, parce que là, en ce moment, on parle de géoéconomie, la géopolitique, la stratégie dans le business. Vous voyez que nous, quand on va faire le business, on va dire comment faire le business parce qu'on court après l'argent. Non. Oh, ils font le business, il y a une idéologie derrière. Il y a une idéologie. Nous sommes dans un monde de profit. À partir du moment où les intérêts sont menacés, ben, ils nous montrent ça. Oh, ah. Ben, tu vas peut-être me dire aussi que, mais à quoi servent nos dirigeants? Voilà que nos dirigeants aussi aujourd'hui sont entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire que certains ont signé certains accords où ils se retrouvent aujourd'hui coincés, condamnés. Le monde de rapport de force, c'est l'économie qui dicte les lois aujourd'hui, que ce soit les lois économiques, que ce soit les lois politiques. Ici en Occident, il faut comprendre que tous ces politiciens, s'ils sont au pouvoir, ils ont été financés par les opérateurs économiques. C'est les grandes institutions aujourd'hui, les grandes firmes du CAC 40, les multimillionnaires et les multimilliardaires. Ce sont eux qui dictent les lois aujourd'hui. À chaque fois que je vous parle ici, que ce soit dans le domaine agricole, je cite certains grands firmes. Ce sont eux qui détiennent l'économie. Et lorsque tu détiens l'économie, tu peux aussi influencer le politique. C'est la stratégie qu'on se doit de mettre aujourd'hui. Donc toi qui es de la diaspora, la stratégie que tu dois avoir, c'est d'aller entreprendre rapidement, dès 2024. J'ai partagé ici avec toi les cultures. Une culture comme le poivre. Si tu lances 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, tu mets à l'abri ta famille et toi. Le palmier à huile, pareil, tu lances le palmier à huile. Tu lances le njangsang qui est là. Voilà les cultures sur lesquelles, stratégiquement, je continue à te répéter, tu peux résider ici en Occident pour suivre ton projet. 1 hectare de poivrier, tu sais combien ça te rapporte? 120 millions. Si tu fais comme ça 5 hectares, 10 hectares, c'est combien? Tu fais 20 hectares, tu en es capable. Le palmier à huile, si tu fais 50 hectares, 100 hectares, 200 hectares, et que tu lances une industrie de transformation, et que ça te produise de l'huile de palme, comme ça, et que tu fasses même de l'huile de palmiste, est-ce qu'on parle encore de la même chose? Parce qu'il faut comprendre ici que le monde, c'est un monde de rapport de force, et la valeur qui régit ce rapport de force, c'est l'argent. Ça, la couleur là, ça n'a rien à voir. On nous méprise parce que nous sommes pauvres, parce qu'on n'apporte pas de solution. C'est de ça qu'il s'agit. Et le débat qu'on a aujourd'hui anti-immigration, ce n'est même pas ça. Ils peuvent même nous laisser rentrer. Mais le racisme a sur plusieurs formes.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aller inscrire ton enfant dans une grande école de commerce? Si on te dit que la pension, c'est 25 000 euros par an ou 50 000 euros par an, et que tu as comme ça 3 enfants, 4 enfants qui sont hyper intelligents, seras-tu capable de payer? Est-ce que tu peux faire rentrer ton enfant à HEC dans ces universités qui sont payées à l'année des fois à 100 000 euros, aux États-Unis des fois à 200 000 euros? C'est ça la discrimination. C'est comme ça qu'on discrimine de façon positive. Il y a aussi l'adresse. Peux-tu aujourd'hui habiter, c'est-à-dire que dans un quartier, dans les quartiers chics, le premier arrondissement, le deuxième arrondissement, le 16e, le 5e, le 7e, le 8e arrondissement, le 9e, Neuilly, les banlieues chics. Tout ça, c'est savamment pensé. Parce que quand on met le mètre carré à 5 000 euros, on sait que c'est une façon technique d'éliminer plusieurs personnes. J'ai travaillé dans tous ces milieux. Ce n'est pas ça. Il y a des codes, il y a des clubs dans lesquels tu ne peux pas rentrer tant que tu n'as pas ça. Ce n'est pas la couleur, c'est ça, c'est le code, les codes. Mais si tu produis, toi, si tu vas te lancer dans une culture comme le poivrier et que tu viens vendre ici en Occident 1 200 000 euros l'hectare, dis-moi avec 1 200 000 euros, même si ton enfant veut faire Harvard, même si tu en as 3 ou 4, 5, tu peux les payer les études. Même si tu veux aujourd'hui habiter, c'est-à-dire qu'à Neuilly, tu vas habiter dans le 16e, tu vas habiter dans le 8e arrondissement. Je parle ici pour ceux qui sont à Paris. Ça vaut pour ceux qui sont aux États-Unis, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont en Angleterre, pour tous ceux qui sont éparpillés dans le monde. La stratégie, c'est ça. On se doit aujourd'hui de penser. On se doit aujourd'hui, au lieu d'être des consommateurs, d'être des producteurs. On se doit aujourd'hui d'aller développer les chaînes de valeur, des chaînes de richesse. On se doit de penser à la science, au lieu d'être en train de consommer ce qui est déjà produit. Lorsque tu vas produire une culture comme le panier à huile, c'est une culture qui est du terroir. Lorsque tu produis le poivre, c'est des cultures du terroir. On détient la semence. Tu comprends pourquoi maintenant, de façon stratégique, je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Parce qu'en produisant nos produits du terroir, nous avons le contrôle sur tout. Mais lorsque tu vas faire un business sur lequel tu n'as pas le contrôle, les différents types d'élevage qu'on fait des fois, les différents types de semences qu'on va acheter, lorsque vous êtes là à dire on va acheter en Chine l'import-export, vous enrichissez qui en fait? Nous enrichissons, c'est-à-dire que les économies externes. Lorsqu'on va importer, c'est-à-dire que le blé, on enrichit, c'est-à-dire que les producteurs, les céréaliers occidentaux. Mais ce sont ces mêmes pays-là qui viendront encore nous mater. Il faut comprendre qu'on ne peut pas se développer tant que nous sommes, c'est-à-dire que dans l'insécurité, tant que nous serons dans la pauvreté. Et c'est une pauvreté qui est maintenue exprès. Tant qu'on sera que dans l'instabilité, que ce soit politique, tant qu'on sera là sans infrastructure. Donc il va falloir qu'on ait des citoyens, quand je dis citoyens, de la tête de l'État jusqu'en bas, conscients, qu'on soit patriote, qu'on travaille, qu'on cherche la science et la technologie, qu'on soit discipliné et qu'on cherche l'excellence. Ce n'est que comme ça que ça va se faire. Parce qu'il faut savoir que les lois qui sont là, comme j'ai coutume à vous répéter, les lois sont faites par les hommes. On est en train de voir le Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, on voit le Mali, on voit comment ils sont en train de se lever. Mais il faut comprendre que la liberté, c'est-à-dire qu'elle a un prix. Chaque décision que nous allons vouloir prendre sur le plan de notre autonomie, ça va nous coûter. À nous d'assumer ça. À nous de comprendre qu'aujourd'hui, le respect, c'est-à-dire que ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et à commencer à travailler là-dessus. On ne peut pas vouloir le confort
et en même temps se plaindre qu'ils ne nous veulent pas. Non. Ils ont travaillé pour avoir ce confort. À nous aussi d'aller travailler. Donc ça va demander qu'on retrousse les manches, qu'on se retrousse le terrain, qu'on aille dans l'arrière-pays, même s'il n'y a pas de lumière, même s'il y a des moustiques, même si il n'y a pas d'infrastructure pour l'instant, même s'il n'y a pas de bonne route, qu'on commence à travailler. Qu'on commence à travailler, c'est ça le prix. Qu'on commence à chercher plutôt maintenant la science, la technologie, comment chaque chose marche. Et une technologie qui est adaptée maintenant à nos réalités. Une technologie sur laquelle on aura le contrôle. Parce que si on n'a pas le contrôle sur la technologie, le droit, c'est-à-dire que de veto va surtout se faire. Le rapport de force va se faire. Parce qu'il faut comprendre qu'ils ont même dit ici que le rapport de force, pour nous qui sommes ici en Occident, ils vont contrôler notre porte-monnaie. On ne pourra même plus faire les Western Union. Ils vont bloquer. Tu sais qu'ils peuvent bloquer ton compte ici. Si tu as des affaires ici, en Occident, ils bloquent. Ils peuvent geler tes comptes. C'est ça le rapport de force. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la Russie. Vous avez vu qu'ils ont bloqué, ils ont gelé les comptes des oligarques russes. C'est ça le rapport de force. Mais lorsque tu descends, lorsque tu vas investir au pays, lorsque tu es dans la production du terroir, il ne va pas geler ton champ de poivre. Ils ne pourront pas geler ton champ de palmier à huile. Ils ne pourront pas geler ton champ de Ndiansang, de Bitakola, de Mpebe, ton champ de manioc. Parce qu'ils n'auront pas le contrôle dessus. Mais si tu vas plutôt dire, je vais aller chercher la mécanisation, puisqu'on ne produit pas les tracteurs pour l'instant, ils vont bloquer. Si tu vas chercher les semences produites ils vont te bloquer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Niger. Quand les sanctions sont tombées, ils ont bloqué les banques, parce que les banques sont commerciales, c'est occidental. Ils ont gelé les comptes des opérateurs économiques. Ils ont bloqué les médicaments. Ils ont bloqué les portes d'entrée-sortie. Ils ont empêché que les vivres arrivent. C'est ça le rapport de force. Donc, au lieu qu'on passe le temps là à commenter, à se lamenter, on se doit de se mettre au travail. On se doit de se mettre au travail. Que cette liberté-là ne va pas se donner. Ça s'arrache. Et qu'ils font des lois parce que leurs intérêts aussi sont menacés. À nous aussi de savoir aussi avoir le rapport de réciprocité. Où est-ce qu'on pourra aussi les faire mal? À nous aussi de faire pareil. À nous aussi de se décomplexer et de faire. Nous sommes en train de voir l'exemple de certains chefs d'État courageux, tels que le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont en train de s'émanciper. Mais il faut comprendre que pour pouvoir accompagner, impulser, c'est-à-dire que leur vision, c'est à nous de se mettre au travail. Parce que ce que le Mali est en train de faire, le Burkina, ce qu'ils sont en train de faire, si on ne vient pas appuyer avec le travail concret sur le terrain, ben, c'est ça de la poudre de palampampan. Et nous sommes encore les mêmes personnes à venir réclamer la pitance devant leurs portes. Il faut comprendre que s'ils sont en train de faire le bon travail qu'ils sont en train de faire, c'est avec l'appui de d'autres partenaires, comme la Russie, comme la Chine. Ils sont tapis dans l'ombre, parce qu'eux, ils ont le droit de veto. Ce que nous n'avons pas. Tout un continent comme l'Afrique n'a pas le droit de veto à l'ONU. Vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Pourquoi? Parce que l'ONU, la Banque mondiale, l'OMS, toutes ces grandes institutions-là sont financées par les grandes puissances comme les États-Unis et les grands donateurs qui sont les opérateurs économiques. Donc quand ils veulent faire leur petit tour de passe-passe, vous avez déjà vu l'ONU venir intervenir sur quel conflit? Vous voyez que c'est des puissances. Quand les Américains se lèvent et qu'ils veulent frapper, est-ce qu'ils demandent l'accord de l'ONU? La France est allée sortir Kadhafi, ils ont demandé l'accord de l'ONU. Parce qu'ils savent qu'ils ont ce pouvoir. Et lorsqu'ils viennent frapper, lorsqu'il y a l'instabilité, il faut comprendre qu'il y a un business qui fonctionne. Vous vous êtes à poser la question que mais, les armes là, sont fabriquées par qui? Les armes sont fabriquées par les compagnies telles que privées. Et ces compagnies privées, il y a des actionnaires de partout dans le monde, et même dans certains gouvernements. Donc pendant qu'une compagnie privée fabrique des armes, il faut bien qu'il y ait des conflits dans le monde. Sinon les affaires ne tournent pas. Et le terreau fertile, c'est où? C'est toujours chez nous en Afrique. Et pourquoi vous voulez qu'on se développe tant que le pays est toujours dans l'instabilité?
Mais c'est aussi à nous de nous réveiller et de comprendre que non. Ces personnes ne sont pas là pour chercher nos intérêts. Ils sont là pour chercher leur propre intérêt. Parce que lorsqu'il y a instabilité, ça leur profite. Ça laisse la porte ouverte à la corruption. Ça laisse la porte ouverte au pillage des matières premières. Ça laisse la porte ouverte à l'instabilité, au manque d'infrastructures et au fait que, à l'exode rural, au fait que les gens ne vont pas rester en campagne. Mais c'est ce même problème, comme on dit le serpent qui se mord la queue. Lorsqu'il y a ça, ça donne quoi? Ça donne que la jeune population africaine quitte l'Afrique pour venir chercher l'Eldorado ici en Occident. Donc aussi, à nous de prendre conscience que l'Eldorado, ce n'est pas ici. Ou quand nous sommes ici, de travailler en sorte qu'on ait développé, c'est-à-dire que justement, nos chaînes de valeur endogènes. Donc voilà ce que je voulais partager concernant la loi sur l'immigration ou la loi anti-immigration. Donc, à se dire, c'est à nous de saisir les opportunités. Cette loi doit plutôt nous amener à nous questionner, à savoir que non. C'est à nous, c'est-à-dire que justement, de faire en sorte que nos différents États, que l'Afrique aussi se développe. Et à savoir aussi défendre nos propres intérêts. À ne pas toujours être dans la posture de lamentation ou de la pleurniche. Ça va maintenant nous ramener plutôt à pouvoir aussi, à chaque fois on cite les Chinois, les Asiatiques, les Juifs, mais on doit aussi se questionner qu'est-ce qui fait la force de ces communautés-là? On se doit, comme je dis, d'être dans le travail, d'être solidaire, de faire des richesses communautaires. Ah oui, il faut le dire, des richesses communautaires. Parce que c'est comme ça que les autres ont fait. Et d'avoir le sens de l'honneur, le respect, l'honneur, l'honnêteté. Parce que ça, c'est des choses que je cite là, ce ne sont pas nos forts. La discipline, le travail, l'excellence. C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir s'émanciper. Les Juifs qu'on cite tout le temps, c'est comme ça. C'est ça le sacerdoce. Les Asiatiques qu'on cite, c'est ça le sacerdoce. Travail, discipline, respect, honnêteté. Et là-dedans, vous mettez la foi. C'est ça le cocktail Molotov de la réussite. Donc voilà ce que je voulais partager concernant ce sujet-là. Voilà mes propos. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez le pouce. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement. Et pour les personnes qui fêtent Noël, très bon réveillon et amusez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao.